nina kapesa. That's why I dance and praise. Dance to the Lord. We did not dance to the Lord. You can turn around. Les facteurs sur lesquels se fonde le banquier pour prendre sa décision. Habituellement, on se base sur des éléments objectifs de l'entreprise, notamment les documents comptables, une appréciation de la structure financière de l'entreprise, des éléments liés au management de l'entreprise et tout autre élément. Personnalité, le promoteur, on oublie la qualité. Entre, en effet, et pour citer Vernier, finance d'entreprise, en 2004, il a trouvé que la personnalité du promoteur ou du créateur dirigeant est un élément très important dans la décision d'octroi d'un crédit bancaire. Et aujourd'hui, c'est l'objet de notre contribution qui fait suite
notamment à tous ces constats-là. Et nous amenons ici à mieux comprendre comment est-ce qu'au niveau de la banque, notamment Aura Banque Togo, nous apprécions ou bien nous collectons les informations en vue d'apprécier ou bien de monter un dossier de crédit. Donc, qu'est-ce qu'on peut attendre de cette séance d'échange? Parce que c'est une séance d'échange, pas de formation. C'est d'abord de comprendre le processus d'octroi de crédit à la clientèle entreprise. Nous sommes basés aujourd'hui sur la clientèle entreprise. Certes, il y a la clientèle particulière, mais aujourd'hui, ce problème d'accès est plus lié à cette clientèle entreprise-là. Donc, tout part vraiment de l'introduction de la demande de crédit. Et qui dit introduction, ça suppose que le besoin a été exprimé au niveau de cette personne morale-là ou bien de ce porteur de projet qui vient à la banque pour exprimer ce besoin. Et son interlocuteur, qui se trouve être un gestionnaire, doit en effet identifier ce besoin, comprendre l'activité du client, comprendre quel est son secteur d'activité dans lequel il évolue et avoir des informations sur notamment sa structure financière, notamment son activité en général. Et il faut en un second point aussi savoir déterminer les différents niveaux de risque. Parce que quand on parle bien sûr de crédit, on parle aussi de risque. Nous allons le voir plus loin dans notre présentation. Donc, quelles sont les implications dans l'octroi d'un crédit? Cela part du fait qu'on a deux parties, un banquier et l'emprunteur. Le banquier qui octroie le prêt et l'emprunteur qui demande le prêt. Le banquier, en finançant l'activité du client, espère être remboursé et parfois sur la base d'intérêts qui viennent à la fin du remboursement. Non seulement dans l'octroi de prêt, quand on parle de danger, c'est une notion de risque. Ça suppose qu'il y a un défaut qui peut naître lié forcément à un événement incertain qui peut survenir et transformer la vie du crédit. Donc, tous ces aspects, notamment de risque aussi, sont des aspects à apprécier de bout en bout. Donc, ces prêts que la banque aussi accorde doivent être accordés conformément, bien sûr, à des procédures internes, à des réglementations. Au niveau bancaire, nous avons des réglementations, des ratios à respecter. Donc, ainsi, au niveau de l'introduction de la demande du crédit, au niveau de la banque, je le disais tout à l'heure, c'est le gestionnaire, votre principal interlocuteur. Et il doit notamment identifier les besoins du client, s'assurer que ce client remplit des critères de marché cible. Cela suppose qu'il y a des critères internes, notamment des critères qualitatifs, des critères quantitatifs pour apprécier ces entreprises-là suivant les secteurs d'activité dans lesquels ils évoluent. S'assurer également que le client satisfait à toutes les exigences de la connaissance du client. Et vous convenez avec moi, avant d'entrer en relation avec une personne, vous devez la connaître. Ça suppose même un homme, une femme qui doivent s'épouser ou bien qui doivent se marier. Vous avez quand même une démarche à faire. Connaître votre interlocuteur, connaître la personne qui a... C'est la même chose au niveau d'une banque. Nous sommes là, la banque peut être l'épouse ou le mari, et vous, en tant que promoteur, vous pouvez être la personne avec qui on doit s'unir. Donc, cela suppose quand même qu'on puisse comprendre, vous connaître suffisamment, connaître votre historique, votre identité, votre raison sociale, dans quel domaine vous travaillez, quel est votre secteur d'activité, quelles sont vos difficultés, quel est votre personnel, quels sont vos clients, quels sont vos fournisseurs. Donc, tout un tas d'informations allant des informations managériales aux informations financières. Et on doit également s'assurer que
l'activité du client, par exemple, ne figure pas dans une liste d'exclusion. Aujourd'hui, SFI, c'est la Société de financement international. Elle a émis, elle a dressé plutôt une liste de certaines activités qui, entre guillemets, sont prohibées. Vous comprenez, je peux citer l'exemple du commerce d'armes, par exemple, du commerce des enfants, par exemple. Ce sont des activités déjà qu'il faut déjà identifier comme exclues de financement parce que ce ne sont pas des activités qui rentrent normalement dans la vie commune ou bien dans l'économie directe de notre pays ou bien de tout un pays. Au-delà de tout, des informations financières aussi et d'autres informations de l'emprunteur sont recueillies. Et parmi ces informations financières, nous avons le business plan ou le plan d'affaires, surtout pour les porteurs de projets. Ceux qui portent des projets, ceux qui amènent des projets, et avant de se faire financer, ces projets se rassemblent sous forme de plans, de projets, qui rassemblent tout un nombre d'informations sur lesquelles nous allons discuter tout à l'heure. Les états financiers, ça c'est ce qui englobe bien sûr la situation patrimoniale plutôt de votre entreprise et aussi l'ensemble des charges, des produits de votre structure qui nous permettent quand même d'apprécier la structure financière, d'apprécier aussi la rentabilité de votre activité. Des prévisions financières, l'historique du client en termes de financement et l'objet du financement sollicité. Donc, comme je vous le disais, tout cela, ça rentre bien sûr dans vraiment des process qui permettent d'assembler, de collecter des informations pour permettre la facilité, ou bien pour faciliter l'accès, l'octroi du crédit au client. Parce que si vous ne comprenez pas le besoin du client, si vous ne comprenez pas ce pourquoi il demande ce financement, dans quel secteur d'activité, si vous ne maîtrisez pas son environnement interne et externe, vous ne pouvez pas, ou soit vous risquez, lors d'un financement, d'atteindre un défaut donné. Donc, il faudrait déjà en amont, qu'au niveau, en tout cas, ce sont des aspects que la banque voit pour essayer quand même d'amenuiser les risques qui peuvent être identifiés dans le cadre d'un financement. Donc, on ne peut pas parler de crédit sans parler de type de crédit. Donc, lorsque vous venez en tant que citoyen ou un promoteur, je dis, bon, je veux acheter un stock au niveau de la Thaïlande. C'est ce que vous dites à votre interlocuteur. J'ai un projet, je veux acheter des stocks au niveau de la Thaïlande. Comment transcrire ce que vous avez dit en crédit? Et c'est votre interlocuteur, le banquier, qui, ayant des outils, ou bien connaissant bien sûr les techniques bancaires, maîtrisant bien sûr ces types de crédits, peut vous proposer tel type de facilité ou non. Parce que souvent, le besoin exprimé aussi doit être adossé au type de crédit. Des promoteurs se retrouvent avec des crédits, certes, c'est un décaissement de fonds qu'il y a eu, mais n'arrivent pas à supporter les charges de remboursement, justement parce qu'il n'y a pas eu une certaine appréciation réelle ou bien une analyse réelle du besoin. Donc, ça n'a pas été adapté au type de crédit ou bien au type de facilité qu'il a. Donc, on distingue deux types d'engagements, les engagements de trésorerie ou des engagements bilan ou des engagements directs. Quand on parle de trésorerie, c'est suppose tout ce qui est décaissé. Tout ce que la banque vous octroie et qui fait l'objet de décaissement, de sortie de flux de trésorerie. Mais quand on parle d'engagement par signature, c'est plus des engagements qui sont, comme son nom l'indique, indirects. Ça n'induit pas directement un décaissement, mais ça suppose que la banque s'engage. En tout cas, dans le cadre d'une transaction donnée, la banque s'engage. Donc, nous avons une panoplie de crédits de trésorerie. Nous avons également une panoplie de crédits par signature. Et tous ces types de crédits viennent ou bien sont octroyés sur la base, je viens de vous le dire, ça dépend du secteur d'activité, ça dépend du besoin exprimé par le client. Donc,
lorsqu'on prend par exemple l'avance, je prends juste un exemple, l'avance sur marché, cela suppose que le client que vous avez en face a un marché qu'il doit exécuter. Et quand on parle d'exécution de marché, nous tous, nous avons l'idée sur des entreprises de BTP, souvent. Même si une entreprise même de commerce peut avoir un contrat. Mais nous pensons tous à un secteur donné. Donc cela suppose vraiment que ce type de crédit aussi est adapté à tel ou tel secteur. Donc au niveau des crédits par signature, nous avons également différents types de crédits. Tu peux revenir. Différents types de crédits partant de l'aval de traite, des cautions douanières. Ça, c'est par exemple, c'est pour les transitaires. Tout ce qui est opération de transit, l'administration douanière exige aussi au niveau de ces transitaires-là, notamment des cautions douanières. Ce sont des cautions qui sont adressées en faveur de l'administration douanière pour faciliter à ces opérateurs économiques-là leurs transactions. Des cautions sur marché, comme on vient de le dire, c'est également dédié à des entreprises, notamment de BTP. Ok. Donc, après l'identification des besoins, après la compréhension du client, du besoin du client, et la connaissance, bien sûr, des types de crédits sur lesquels on peut être financé, oui ou non, il va falloir, au niveau de la banque, que le banquier puisse collecter des informations. C'est-à-dire, il vous demande un certain nombre de documents pour lui permettre de monter et de soumettre votre dossier sous forme de demande qui doit faire l'objet d'approbation. Et en interne, souvent, le banquier a ce qu'on appelle un checklist qui lui permet d'identifier toute la documentation nécessaire pour son montage de dossier de crédit. Donc cela part bien sûr de la demande écrite du client. Dans certains cas, d'une copie de l'RCCM ou de l'Estrecabis, dans certains cas d'une attestation fiscale, juste pour s'assurer de la régularité du fait que ce client est en règle au niveau du fisc. Cela part aussi des documents financiers, la liste des clients, la liste de fournisseurs, les contrats que le client dispose. Okay. Donc ça, c'est la partie vraiment collecte de la documentation, parce que ce qui est nécessaire pour le banquier de pouvoir monter votre dossier de crédit sur la base de vos besoins, sur la base des informations que vous avez. Ok, on peut y aller. Donc le montage du dossier de crédit en proprement dit, comme je voulais de le dire, ça part bien sûr du fait de recueillir toutes les informations, les documents physiques et aussi certains supports. Donc, ces supports nous permettent de monter un dossier de crédit qui doit faire ressortir beaucoup d'éléments. Toutes les informations sur le client, partant de la forme juridique, partant de l'actionnariat, ces sociétés apparentées. Cela suppose que le promoteur a peut-être 1, 2, 3 entités qu'il gère. Engagement sur la place bancaire. Aujourd'hui, nous nous retrouvons avec des entités, des structures qui ont des comptes domiciliés dans plusieurs banques et qui ont des engagements dans toutes ces banques-là. Donc, le banquier s'assure également de voir si, toi, client ou promoteur, tu ne rentres pas dans un processus de surendettement. Parce qu'en tant que conseiller, le banquier doit également conseiller son client pour lui dire, ben, vu ce niveau d'endettement, il va falloir freiner, surtout bien, il va falloir revoir votre stratégie d'endettement. Donc ce sont des aspects très très importants que l'on voit. L'historique du compte. L'historique du compte, ça part de l'entrée en relation, bien sûr, et on essaie d'apprécier éventuellement toutes les transactions que vous avez eu à faire en termes de dépôt, de versement, de transfert, pour voir quelle est votre historicité dans nos livres. Au-delà de ça, le dossier de crédit doit présenter l'objet du financement, ce que vous sollicitez,
quelle est la nature de la facilité qu'on va vous octroyer et la dynamique de l'opération. Parce que toute opération que vous faites doit avoir une certaine dynamique. Cela suppose quoi? Cela suppose, vous avez certes demandé le crédit, mais c'est pour faire, c'est pour répondre à un besoin donné. Et pour répondre à ce besoin, vous avez des acteurs, vous avez des flux, les flux physiques, les flux de trésorerie qui doivent intervenir. Donc, dans cette dynamique de l'opération, ça nous permet de rassembler toutes ces informations pour comprendre dans quel délai ces flux de trésorerie sortent et reviennent, comment ils le sont et par quel processus. Donc, c'est important également dans le cadre d'un dossier de crédit. La source de remboursement. Je disais au début tout à l'heure que le banquier prête, c'est pour être remboursé. C'est comme nous. En tant qu'homme, si un ami vient vers moi pour prêter de l'argent, je m'attends à ce qu'il me rembourse. Donc, avant de lui prêter, je m'assure du fait qu'il pourra me rembourser. Si on prend l'exemple de 3 personnes, une personne qui vient prêter chez l'autre et qui habituellement prête et rembourse habituellement. Une 3e personne lambda qui vient vers vous, vous demande pour une première fois du crédit. Vous allez hésiter. Hésiter pourquoi? Parce que vous n'avez pas d'historique, vous ne connaissez pas son historique, vous ne connaissez pas, donc vous avez hésité. Donc vous allez peut-être aller sur la base de la confiance pour lui emprunter cet argent. Donc cette confiance-là, c'est le risque que vous avez pris en accompagnant votre ami ou bien cette personne qui est venue vers vous. C'est la même chose qui se passe au niveau de la banque. Nous avons des clients qui sont existants, qui ont un historique donné, d'autres qui viennent nouvellement, dont on doit apprécier vraiment, dont on va faire confiance, mais sur la base de certains critères. Et ces critères, pour ces clients, ça part de prévisions, des prévisions d'activité, le plan de trésorerie, des comptes d'exploitation qu'on analyse pour essayer de mieux apprécier la transaction qu'on a en face de nous. Et après l'analyse, nous avons un volet sûreté. Le volet de sûreté, c'est un volet qui vient toujours parce que on dit souvent que la garantie ne fait pas le crédit. La garantie ne fait pas le crédit, cela suppose que ce n'est pas parce que vous avez un titre foncier de 300, 400 millions que je dois vous emprunter 500 millions. Parce que ce n'est pas la garantie qui va me rembourser, c'est votre activité qui va me rembourser. Mais la garantie vient en seconde voie de sortie de risque. Cela suppose quoi? Cela suppose que je vous ai emprunté, mais j'ai atteint un niveau de défaut donné. Après multiples relances, c'est un moyen de pression, certes. Si vous savez que vous avez une hypothèque sur votre bien, si vous savez que vous avez une garantie financière en termes d'argent, en termes de sûreté financière, donc vous allez essayer de faire un effort quand même de pouvoir rembourser. Mais ce n'est pas cette garantie-là qui doit, ipso facto, vous garantir un crédit. Mais c'est juste, ça vient en seconde voie. Ça vient en seconde source de remboursement. Ok. Allons-y. Nous allons prendre un exemple simple de financement des investissements. Là, pour les demandes de crédit d'investissement, elles reposent sur, bien sûr, comme je viens de le dire, l'analyse économique et financière de l'entreprise. Elle met en évidence la nature des investissements projetés et leur impact sur l'activité, donc sur la rentabilité de l'entreprise. Donc, dans ce type d'investissement, on identifie beaucoup de risques également, notamment les risques sectoriels, financiers et autres. Donc, les investissements peuvent porter sur quoi? La création d'une entreprise, les startups, c'est un sujet d'actualité. Renouvellement et modernisation des outils de production, agrandissement ou un aménagement ou un développement externe. Nous avons beaucoup de diligences à mener dans le cadre de financement des investissements. C'est vrai, ce n'est pas lisible, mais je pense qu'on a parcouru tout cela tout à l'heure, partant de l'identification du besoin, partant de l'analyse des informations financières, de la situation patrimoniale, qu'est le bilan,
de la prise en compte du secteur d'activité, de la prise en compte de l'historique du client, de la prise en compte de l'actionnariat, du management même du client, de la société plutôt, et de la prise en compte de beaucoup de facteurs, d'éléments qui sont liés à l'activité du client. Parce que vous convenez avec moi, à chaque secteur, sa spécificité. Un client qui évolue dans le BTP, un client qui évolue dans le commerce général et l'autre qui évolue dans l'agriculture. Parce qu'aujourd'hui, nous finançons l'agriculture, nous finançons des PME. Donc, vous comprenez que l'aspect risque est aussi spécifique à certains secteurs qu'à d'autres. Et aussi l'appréciation de la demande de crédit aussi varie d'un secteur à l'autre. Et ce sont des éléments que nous avons listés là. Peut-être qu'après, vous aurez peut-être des supports. Je ne sais pas si c'est aujourd'hui ou non, mais vous les aurez. Ça vous permettra quand même de voir à peu près tout ce qu'on vient de dire. Les risques identifiés dont je venais d'en parler, on a beaucoup différents types de risques. Quand vous prenez les BTP, vous voulez financer un BTP, le premier risque, c'est le risque de performance. Le risque de performance, c'est le risque lié à la capacité de votre client-là à exécuter un marché, par exemple. Donc, vous devez trouver les éléments qui atténuent ce risque-là. Et éléments qui peuvent atténuer ces risques, ce sont bien sûr les références techniques de ce client. Quand vous prenez un client qui évolue dans le commerce et que vous devez financer le stock, vous avez beaucoup de risques aussi qui interviennent parce qu'en amont, ce client doit avoir un fournisseur et vous devez acheter ou bien il demande un financement de stock, ça suppose que vous devez payer son fournisseur. Donc beaucoup de risques peuvent intervenir dans le cadre de cette transaction-là. Cela part de la qualité même de la marchandise ou du stock que vous êtes en train de financer. Le client peut, après avoir réglé son fournisseur, recevoir la marchandise, voir que cette marchandise n'est pas conforme aux spécificités que lui veut. Il se dit, ah, j'ai un stock qui n'est pas conforme, donc je ne peux pas vendre sur mon marché. Cela suppose que le stock est reçu, le fournisseur payé, mais la banque se trouve en face d'un client qui ne peut pas écouler son stock. Cela entraîne encore des défauts au niveau de la banque. Donc, cela aussi nous amène à un risque de diversion de fonds. Le risque de diversion de fonds, c'est un risque où le client, certains clients en tout cas, comme je le disais tout à l'heure, sont multibancarisés. Et ils font diriger leurs recettes dans diverses banques, juste pour essayer d'avoir divers financements. Et cela aussi va aussi au niveau du risque de détournement de fonds. On parle de détournement, en guillemets, ça suppose que vous avez peut-être demandé du crédit pour financer quelque chose. On vous l'octroie, mais vous prenez cet argent, vous prenez ces fonds pour aller investir dans de l'immobilier. Or, vous êtes une entreprise commerciale qui est censée vendre et avoir des recettes. Donc, cela suppose que vous êtes parti immobiliser des fonds. 1. 2. Vous avez détourné l'objet du crédit. Cela suppose que l'objet initial qui était de financer votre stock a été détourné au profit d'un autre objet. Donc, tous ces risques sont des risques qu'on essaie d'apprécier, qu'on identifie pour apporter des mesures d'atténuation. Au niveau, donc pour terminer, ce sont les recommandations. Recommandations, je vais parler juste d'une théorie des 5 C pour le bon crédit. D'abord, il faut du caractère. Cela suppose la réputation de la relation, notamment le respect de ses engagements contractuels. Donc, on a parlé tout à l'heure d'historique. Donc, avant de financer, je vois la réputation du client qui est en face, je vois l'historique, je vois le respect ou non de ses engagements antérieurs. La capacité, c'est non seulement l'expérience de la relation dans son domaine d'activité, sa capacité managériale, mais aussi et surtout la rentabilité de son activité ou de son projet.
Donc, on venait juste d'énumérer des risques et il faut aussi que le banquier puisse apprécier la capacité de ce client-là, de ce promoteur, de ce porteur de projet à pouvoir rembourser, d'apprécier la rentabilité de son projet et à voir si son projet dégage des cash flows qui sont nécessaires pour le remboursement du crédit qui lui sera octroyé. Le capital, c'est un élément très important et au niveau de la structure patrimoniale de la société, notamment le bilan, nous avons ce qu'on appelle les fonds propres, le capital, et ce sont des éléments ici au niveau du banquier. Il doit nécessairement apprécier la situation nette de l'entreprise, apprécier le degré de couverture de ses dettes par ses biens réels, par ses capitaux propres. Et dans certains projets d'investissement, il est exigé un certain apport en fonds propres, notamment de 10, 20, voire 30%, pour juste mesurer l'implication du porteur de projet dans son propre projet. Cela permet aussi d'apprécier la qualité de risque. Le collatéral, nous venons tout juste de le parler, ce sont les garanties. Et comme je l'ai dit, la garantie ne fait pas le crédit. Elle vient certes conforter votre dossier, votre demande de crédit, mais elle ne fait pas le crédit. Pour finir, les conditions. Les conditions, elles mentionnent clairement ça. Ça suppose que toutes les analyses préalables ont été faites, votre dossier a été reçu, approuvé ou rejeté. Donc cela suppose qu'à la fin, vous devez être notifié. Notifié parce que vous avez émis une demande et cette demande doit vous être notifiée sur la base, bien sûr, de toutes les approbations qui ont été reçues dans le cadre de votre demande de crédit. Donc, dans ce sens, vous avez un contrat de prêt bien défini qui liste l'objet du crédit, le montant, les garanties requises, les tarifications, la durée de remboursement et les pénalités. Donc, voilà un peu brossé ce que nous faisons en tant que banquier au niveau du montage de dossiers de crédit. Nous allons continuer tout à l'heure avec le business plan et voir quels sont les aspects du business plan qu'il faut apprécier. Et j'espère que cette première partie vous a permis quand même de comprendre quels sont les enjeux, notamment l'accès au financement bancaire, comment est-ce que les crédits ou bien les demandes sont analysées et appréciées au niveau de la banque, quels sont les éléments d'appréciation et quels sont les différents types de facilités qui sont adaptés à tel ou tel secteur d'activité. Je vous remercie. Si vous avez des questions, nous sommes disposés à vous les répondre. Merci. Allô, nous sommes à la session questions-réponses et la parole est à qui veut la prendre. Merci pour la parole. Je suis Bachanti Kankpenandia, étudiant, chercheur en biologie, physiologie animale. Je remercie beaucoup pour la brillante présentation par le responsable. J'ai peut-être 3 ou 4 questions. La première question est celle-ci. Bon, quels sont les types de projets qui peuvent être demandés, qui peuvent demander des financements? Et deuxième question, quels sont les dossiers qu'il faut nécessairement fournir? Et troisième question,
Vous avez parlé de ceux qui ne sont pas retenus. Vous avez postulé pour l'aide financière et vous n'étiez pas retenu. Quels sont les avantages que ces personnes qui ont déjà postulé, qui n'ont pas été retenues? Dernière question. En ce qui concerne des projets postulés et qui n'ont pas, et qui se sont dit qu'ils vont faire quelque chose et après ils n'ont pas fait ce qui était mentionné à faire, et vous avez constaté quelle conclusion vous en tirez? Voici toutes mes questions. Merci. Merci, monsieur. C'est monsieur Bachanti. Vous voulez répondre ou on recueille une série de 3-4 questions? D'accord. Vous préférez quel format? Bon, peut-être qu'il y a des questions qui peuvent se... Voilà. C'est vrai, d'accord. Bonsoir. Moi, c'est Kouanou Kami Frédéric, étudiant en informatique. J'ai une seule question. Et ma question, elle va à l'endroit du financement de la création de nouvelles entreprises. Ok, bon, pour créer une nouvelle entreprise, on se dit que la nouvelle entreprise en question, supposons qu'elle est portée par des jeunes. Ces jeunes-là n'ont pas une historique de transaction. Ou bien, bon, ce sont de nouveaux clients dans vos comptes bancaires. Et ces entreprises-là n'ont pas une historique de transaction de 1. Et de 2, ces entreprises n'ont pas de garantie à mettre à votre disposition pour avoir l'obtention du crédit. Maintenant, pour ces petites entreprises-là, sur quelle base quelles sont les bases que vous utilisez pour pouvoir octroyer du crédit à ces entreprises-là? Ou soit, vu qu'ils n'ont pas ces éléments-là, ils ne pourront pas avoir accès à vos crédits. Merci. Bonsoir. Moi, c'est Idriss Ouassad, étudiant à l'Université de Lomé et à l'Esteba, option SATA. En fait, j'aimerais savoir quel est votre taux d'intérêt par rapport au financement. D'accord. Je pense qu'on va procéder à une dernière question. Bonsoir. Je m'appelle Ngozi Paola, je suis en première année de management à LBS, Lomé Business School. J'ai 2 questions. Pour une personne qui veut faire un prêt étudiant, est-ce que vous avez dit que vous vous basez sur... Vous voyez les renseignements personnels de la personne. Si la personne veut faire un prêt étudiant et qui n'a pas de source de revenus, qui n'a pas de travail et tout, est-ce que vous allez lui accorder le prêt? Si oui, sur quoi vous vous basez pour lui accorder le prêt? Et sinon, pourquoi vous refusez le prêt à la personne? La deuxième question, est-ce qu'on se base obligatoirement sur la fidélité du client pour octroyer un crédit? Merci. Allez-y, oui, c'est bon. Ok. Ça fait beaucoup de questions, mais c'est ça qui enrichit le débat. Et pour le monsieur Bachanti, je pense que le premier, c'était les types de projets qui peuvent demander des financements. C'est ça, non? C'est résumé. Donc, dans mon exposé tout à l'heure, je parlais de beaucoup de critères d'appréciation dans le cadre de l'analyse des projets qui sont soumis au niveau de la banque.
Et vous convenez avec moi que ces projets sont soumis sur la base, bien sûr, d'une étude donnée et de la soumission aussi d'une certaine documentation allant, bien sûr, du business plan que nous allons voir tout à l'heure avec mon cher collaborateur et aussi des prévisions d'activité, de l'analyse aussi de la rentabilité de ce projet-là. Donc, en amont, ce n'est pas d'identifier un projet pour dire, bon voilà, moi je finance que des camions. Cela est vrai. On a un marché cible pour certains types de financement, on a un certain critère d'appréciation ou bien d'acceptation de risque qui évolue, mais à chaque cas, des analyses préalables sont faites, comme nous venons de le voir, pour pouvoir mieux apprécier, analyser la structure financière, analyser les éléments qui viennent, ces éléments objectifs qui sont là, mais aussi qui permettent d'apprécier, parce que dans chaque secteur, les différents niveaux de risque sont aussi variés et différents. Donc, la banque est là, certes, pour soutenir l'économie à travers ce financement, en facilitant l'accès au financement au crédit bancaire, mais il faut ne pas oublier que ce sont aussi l'argent des déposants qui font l'objet de crédit. Donc, cela suppose qu'avant d'investir ou avant d'octroyer un crédit, il faudrait prendre vraiment le temps d'apprécier le projet dans sa globalité, suivant des critères donnés, suivant aussi, c'est-à-dire la rentabilité de tout d'un projet et aussi les aspects managériels, les aspects sectoriels que nous venons de voir. Donc, préalablement, fixer, dire oui, bon voilà. Ou soit, ces projets s'inscrivent peut-être dans le cadre d'un partenariat vraiment avec l'État ou en amont, des garde-fous ont été pris ou bien des conditions ont été prérequis en vue de financer tel secteur sur la base de tel élément. D'accord. Deuxième question, elle est relative au dossier qu'il faut fournir, c'est ça? Donc, la documentation physique, c'est qui est obligatoire. Donc, la matérialisation de la demande, parce que d'abord, quand je parlais du fait d'identifier votre besoin, c'est une communication verbale qui se fait en amont. Mais après, il va falloir que vous matérialisez vraiment votre besoin sous forme de demande écrite, signée, cachetée par vous en tant que promoteur de telle société ou non. Et aussi, je parlais tout à l'heure de checklist qui, selon la facilité ou bien selon le besoin que vous avez exprimé, les documents sont prérequis à être fournis. Quand je parle des états financiers, par exemple, ça nous permet quand même d'avoir, parce que c'est l'élément quand même le plus essentiel, notamment au niveau de la structure financière, pour mieux apprécier votre structure. Même si aujourd'hui nous sommes confrontés à la symétrie d'information au niveau des états financiers. Les comptes prévisionnels aussi qui sont là, et notamment par type de société qui évolue dans un secteur. Lorsque je prends toujours le BTP, je dois exiger forcément le marché qu'il a en face, son carnet de commandes actuel. Quels sont les marchés auxquels il a soumissionné et dont il est attributaire. Donc, je dois forcément exiger une copie ou bien l'original de ces marchés qui sont domiciliés dans les livres de la banque. Ça, c'est un préoccupant, par exemple, pour une entité de BTP. Pour une entreprise qui veut financer son stock, il doit forcément avoir la facture au format qui me permet de justifier ce financement-là. Il veut financer le stock de quoi? Donc, je dois avoir une facture au préalable qui nous permet de justifier le financement. Qui est le fournisseur? De voir les informations sur son fournisseur. Donc, ce sont des éléments qui viennent. En tout cas, il y a la demande qui est ipso facto, qui doit être écrite et signée, donnée. Les états financiers, tout ce qui concerne en tout cas les prévisions et autres là, qui doivent être vraiment remis pour une certaine appréciation. Maintenant, sur la base du besoin, bien sûr la base du besoin exprimé, d'autres documents peuvent venir à être sollicités au fur et à mesure, ou bien à l'instant où vous avez exprimé votre demande. D'accord. Troisième question. Les avantages vous avez parlé des avantages des personnes qui n'ont pas été retenues, c'est ça? Les avantages, c'est-à-dire? Ok, donc cela suppose qu'il a
qui n'a pas bénéficié d'accompagnement. Donc, je parlais tout à l'heure de conditions. Toute demande qui a été émise par un client doit faire l'objet de réponse à ce client. Et elle ne se fait pas de façon laxiste, mais elle se fait sur la base, bien sûr, du fait que sa demande a été prise en compte, a fait l'objet d'un dossier de crédit, a été soumis à un comité d'approbation et a fait relever certaines insuffisances. Donc, le rejet suppose aussi qu'on vous notifie ce rejet et que vous identifiez clairement quels sont les motifs de rejet de votre dossier. Dans certains cas, ça peut être l'absence d'un contrat alors que vous êtes en face d'un besoin qui doit vous générer des recettes, mais on n'a aucune source de remboursement en face. Donc, le fait de vous notifier cela vous permet à vous maintenant de vous renchérir et d'aller voir peut-être aller négocier des contrats, revenir avec des éléments probants pour pouvoir bénéficier peut-être de telle ou telle facilité. En amont, vous l'avez peut-être dit, mais vous ne l'avez pas pris, ben vous l'avez juste dit que le contrat vient. Mais à l'instant T où vous avez émis la demande et qu'on vous réclame cette demande et qu'on vous réclame des éléments, des informations complémentaires liées à votre demande, vous n'arrivez pas à les apporter, vous convenez avec moi qu'on vous quand même le notifie pour vous permettre aussi de savoir quels sont les éléments qui entrent en jeu, quoi. Donc c'est dans ce sens. La quatrième question, s'il vous plaît, c'était... Voilà. D'accord. Détourner l'objet du crédit. Donc, si aujourd'hui le terme détourner l'objet du crédit existe, cela suppose qu'on l'a vécu. Et si on l'a vécu, on doit prendre des dispositions pour ne plus les vivre. Cela suppose quoi? Et le crédit ne s'arrête pas juste à l'octroi. Genre, vous avez demandé, on a analysé, on a approuvé, on vous a débloqué le crédit. Le crédit s'arrête jusqu'au moment où le client est remboursé en totalité son prêt, incluant les intérêts. Donc cela suppose qu'au déblocage, un suivi doit être fait. Et je vous rassure qu'au niveau de Rabank, nous avons ces services dédiés là qui suivent ces dossiers de crédit là, qui font des visites, quand nous prenons le cas des investissements à réaliser, qui font des visites de chantier, qui font des visites de stock, qui font le suivi de la clientèle afin d'éviter ces types de risques qui surviennent. Donc, si vous vous souvenez, je venais de dire au début que malgré l'appréciation globale financière, vous pouvez faire une analyse financière très bonne sur une société. Malgré les garanties que vous avez, malgré tout ce que vous avez sur un client, vous avez des indicateurs tous positifs. Le risque demeure sur l'emprunteur, le promoteur, sa moralité, sa personnalité. Parce qu'une personne qui décide de ne pas vous rembourser usera de tous les moyens pour ne pas vous rembourser. Donc c'est pour ça que je parlais déjà en amont du fait qu'au-delà de tout ce qu'on a, de tous les critères qu'on peut apprécier dans le cadre d'une analyse de dossier, la personnalité du client, de l'emprunteur, du promoteur est très 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 importante. Merci. Je pense qu'il y a une question liée. Ok, pour les startups, donc, je pense que le thème à développer tout à l'heure vous permettra de comprendre voilà, comment est-ce qu'on apprécie les startups au niveau de la banque pour pouvoir les accompagner, pour pouvoir les faire grandir. Et nous avons également une question par rapport au taux d'intérêt. Bon, je pense qu'aujourd'hui, nous sommes dans un environnement très concurrentiel. Nous avons presque 12, voire 13 banques au niveau du Togo. Et ces banques émettent dans le journal officiel des conditions de banque. Et dans ces conditions de banque, vous avez toutes les informations sur les produits, les services, les taux
de crédit sur les financements. Maintenant, il peut arriver que vous veniez, donc ce sont ces conditions de banque-là qui vous sont appliquées. Mais parfois, au vu de l'historique et au vu aussi de l'analyse ou de l'appréciation d'un client par rapport à certaines charges qu'il est en train de supporter, il peut venir à la négociation sur certains aspects, notamment liés au taux. Donc, ce sont des discussions qui sont faites, mais pas en tenant compte, bien sûr, de la réalité dont vit le client. Donc, tout en sachant, bien sûr, qu'au niveau de l'UEMOA, nous avons ce qu'on appelle le taux d'usure qu'on ne doit pas dépasser, de 14, 99, voire 15%. C'est un taux d'usure qu'on ne doit pas dépasser. Maintenant, au niveau des taux de financement, là, je vous rassure que les banques sont tenues de publier leurs conditions de banque pour que chaque client sache quels sont les différents produits, les services, la tarification liée à tous ces produits et services, même au crédit, en vue de bénéficier d'un financement bancaire. Voilà ce que je peux dire sur le taux d'intérêt. On a une petite question supplémentaire, c'est oui. Quelle est la fourchette du taux de ce prêt? Oui, cela. Le taux d'intérêt de ce prêt. Le taux d'intérêt. Donc aujourd'hui, l'appréciation, comme je l'ai dit par rapport aux conditions de banque, lorsque vous prenez une caution douanière par exemple, un taux d'intérêt n'est pas appliqué, mais des commissions liées à cette caution-là, qui est de 3%. Mais cette caution, elle est différente par exemple d'un crédit direct que vous êtes en train de vouloir prendre pour peut-être financer votre stock ou bien financer votre... voilà. Cela part, bien sûr, aujourd'hui, la fourchette, aujourd'hui, en tout cas dans les 3 ou 2 dernières années, nous sommes partis d'un taux de 12 qui fluctue à 11, qui fluctue aujourd'hui à 10. Ça suppose que, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est toujours publié. Ça permet à tout un chacun de savoir, voilà, tel taux pour telle opération. Maintenant, il peut arriver qu'il y ait des négociations qui se fassent. Merci. Très bien. Merci déjà. Je pense que nous allons entamer la deuxième partie de la présentation. Ou bien il y a une dernière question. Okay, Prêt étudiant, c'est ça? Donc, déjà, prêt étudiant, cela suppose que vous êtes une personne physique. Une personne physique est distincte d'une personne morale. Personne morale, c'est une structure, une entreprise, une société. Et vous, en tant que personne physique, vous demandez un prêt. Et aujourd'hui, je pense que au niveau des banques, si aujourd'hui il y a des prêts au niveau pour les étudiants, je ne pense pas sur la place. Parce que pour faire un prêt, il faut avoir forcément en face une source de remboursement. Il faut avoir forcément en face quelque chose qui vienne atténuer ou bien qui vienne rembourser le crédit que l'on octroie. Mais cela ne veut pas dire que c'est un blocage pour pouvoir y penser. Aujourd'hui, pourquoi un étudiant doit faire un prêt? Peut-être qu'il est au sorti il a eu son diplôme, il a eu sa maîtrise, tout et tout, il est porteur d'un projet. Là, cela suppose qu'il a fait un business plan, tranquillement, il est venu avec un projet en bonne et due forme. Là, ça va sous forme de structure, c'est-à-dire sous forme d'une personne morale. Et je pense que sous d'autres cieux, il y a ce qu'on appelle le prêt étudiant qui vient financer les études d'un étudiant. Je ne pense pas qu'il y ait encore ça ici, ce n'est pas encore le cas, qui vient financer les études d'un étudiant. Et après, cet étudiant, lorsqu'il aura un emploi, devra rembourser ce prêt-là qu'il avait fait étant étudiant. Donc, c'est un peu, en tout cas, vous venez d'ouvrir une brèche sur laquelle je pense qu'on pourra aussi penser pour voir comment est-ce qu'on pourra accompagner les étudiants. Merci papa, merci madame. Au fait, Aura Bank y pense, mais on doit dire que le marché de l'emploi en Afrique déjà et spécialement au Togo n'est pas aussi donné qu'en Occident. En Occident, dès lors qu'on a tel diplôme, on sait que tel monde de l'emploi s'offre à toi et on peut préfinancer en sachant que dès lors que tu vas travailler, on va bloquer un certain nombre, mais la garantie de l'emploi chez nous est encore assez difficile. Sinon, on y pense, on a actuellement des produits dédiés aux étudiants. On pense à cela, mais ça n'a toujours pas été facile jusqu'ici. Merci. Donc, cela suppose que c'est en projet, comme vient de le confirmer. Et vous avez une deuxième question, c'est ça? C'était... Bon, quand on parle de fidélité, cela suppose quoi?
être fidèle en termes de crédit ou avoir un bon historique. Parce que quand vous dites fidélité, cela suppose, c'est vrai, le client, il est dans l'eau livre, ça fait plusieurs années, et il a accès au financement bancaire, et il rembourse normalement ses prêts, il a un bon historique. C'est l'un des critères d'appréciation, comme je venais de le dire. Ça permet quand même de rassurer le banquier sur la capacité de ce client-là à pouvoir rembourser les dettes dans ses livres. Donc, c'est aussi un élément qui vient apaiser les risques identifiés dans le cadre d'un financement bancaire au niveau de Orabank. L'historicité, elle est très importante. Elle est plus qu'incontournable. En tout cas, elle est très importante dans la vie d'un crédit. L'historicité, elle est très importante. Mais actuellement, nous allons voir, à travers mon collègue tout à l'heure, le business plan, c'est dédié à qui? Aux startups. Ceux qui n'ont peut-être pas d'historique en termes de financement ou en termes d'historique de mouvement dans la banque. Comment est-ce qu'on peut apprécier ce type de projet? Quels sont les critères qui nous permettent de financer les startups au niveau de Orabank Togo? Ok. Juste pour terminer la première partie qui a été présentée par Monsieur Agbetra, je souhaiterais que tous les promoteurs qui sont ici aient ce schéma en tête que le banquier a vraiment besoin d'informations pour analyser un dossier. Dans ce sens que quand un promoteur, une entreprise se rapproche d'un banquier, qui puisse mettre à la disposition du banquier toutes les informations concernant son activité. Surtout les entreprises qui ont besoin de financer leur exploitation. Il faudra que le banquier comprenne le cycle d'exploitation. J'entends par cycle d'exploitation, je vais schématiser, hein. Vous vendez un stock de marchandises, vous vous approvisionnez peut-être à l'extérieur du pays, d'accord? Quand vous passez commande, on vous livre sous un tel délai, d'accord? Et pour convoyer la marchandise de l'extérieur jusqu'ici, ça se fait par bateau, par avion, etc. Il faudra maîtriser ces délais. Et une fois que vous recevez la marchandise, vous avez l'habitude de travailler avec une clientèle, d'accord, qui est destinée à ce produit, qui est local, qui peut être dans la sous-région. Il faudra identifier tous ces clients et les moyens de paiement de ces clients. Quand vous les livrez, ils ont un tel délai pour vous payer, d'accord? Et une fois que peut-être ils payent des acomptes à la livraison et le reste est différé peut-être après un certain nombre de jours. Et il faudra aussi donner l'information peut-être sur le réseau de distribution que vous avez. Est-ce que vous avez une logistique dédiée qui sert à faire cette distribution-là au profit de vos clients? Est-ce que quand vous commandez la marchandise chez votre fournisseur, vous bénéficiez d'un crédit fournisseur ou bien vous êtes obligé à chaque fois de payer au comptant? Toutes ces informations tiennent compte des délais, ce qui fera que le banquier aura une certaine compréhension de votre activité, une certaine maîtrise de ces délais-là pour vous mettre à disposition le financement approprié. Sinon, imaginez un peu que le temps de passer une commande, de réceptionner, d'écouler votre stock et puis de recouvrer votre créance vis-à-vis de vos clients, mais peut-être 30 jours, 40 jours, 60 jours, 90 jours, mais que le banquier vous met en place un crédit peut-être sur 60 jours. Ça veut dire qu'entre le moment où vous achetez la marchandise, vous écoulez votre stock et encaissez, vous ne pourrez pas rembourser le crédit qui vous a été mis en place. Il est vraiment capital de donner les informations et les informations qui tiennent compte de la réalité de votre activité. Au-delà de ça, quelqu'un a parlé du taux d'intérêt. Je pense que le taux d'intérêt a également rapport avec le type de facilité dont vous bénéficiez. Et généralement, on constate que tous les clients, je dis bien tous les clients, quand ils pensent au crédit, ils pensent au découvert.
quelque part, il faut savoir que le découvert est le crédit le plus cher, d'accord, dans le financement de l'exploitation. Et parfois, dans l'analyse des dossiers, on constate qu'il y a beaucoup de clients qui n'ont pas forcément besoin de ce découvert-là. À travers la présentation des états financiers, le dépouillement de ces états, on se rend compte que ce client, par exemple, dispose de créances, d'accord, sur ses clients, et on peut refinancer ces créances-là et éviter de facturer au prix fort le financement sollicité. D'accord. Il y en a également qui ont une certaine quantité de stock, d'accord, qui est disponible, qui peut être valorisé et qui peut permettre à ce qu'on refinance, entre guillemets, ce stock-là également, pour permettre aux clients de bénéficier d'un souffle, de la trésorerie, pour financer également son cycle d'exploitation. Je voulais apporter ces deux petites précisions pour... merci. Vous avez encore des questions? Moi, je voulais aider à conclure la première partie, pour qu'on puisse passer à la dernière partie. Oui. Alors, je voulais attirer votre attention pour un peu résumer ce que nos collègues ont dit. Le financement est basé sur 4 aspects à retenir absolument. Il y a déjà l'identification du besoin. C'est de là où tout part, et je nous invite à beaucoup de collaboration avec nos gestionnaires de compte. J'ai aussi envie de dire beaucoup de sincérité, parce que c'est dans cette sincérité que le gestionnaire vous aidera à déterminer le type de financement qui vous sera nécessaire. Parce que comme ils sont en train de le dire, si vous n'êtes pas franc, vous allez prendre le crédit de véhicule, aller construire la maison, et vraiment ce sera un fiasco. Parce que tout le schéma de remboursement sera fait sur le véhicule. Or, vous êtes en train de prendre l'argent pour aller vers un immeuble, et vous faussez toutes les données. Donc, le besoin, le type de financement approprié, et aussi identifier la source de remboursement. D'où interviennent les états financiers, votre activité, comment est-ce que on sera remboursé, et surtout, comment est-ce qu'on s'assure que le remboursement arrive, vers quel canal ça va arriver, pour pouvoir contrôler, pour qu'à jour J du crédit, du remboursement de l'échéance, qu'on puisse dire attention, les flux que nous avons déjà reçus ne vous permettront pas de rembourser, qu'est-ce qui ne va pas, et vous interpeller à temps. Nous sommes plus là pour vous conseiller et non pour vous vendre le crédit. Merci. Je conseille vraiment que nous notions les questions supplémentaires pour la fin de la seconde partie. Nous sommes un peu tenus par le temps. Et nous avons un autre panel qui suit celui-ci. Merci d'avance. Donc, on va continuer avec la rédaction de business plan et les critères d'évaluation d'un projet. Il faut avouer que l'évaluation d'un projet est beaucoup plus complexe que étudier un dossier de crédit pour une entreprise déjà existante qui dispose de données, je vais dire financières, qui dispose peut-être d'informations également par rapport à l'alimentation de son compte qui est ouvert peut-être dans les livres d'une banque. Okay. Tout ça sont des éléments d'appréciation qui permettent de savoir qui vous avez en face. Par contre, quand il s'agit d'une start-up ou d'un projet, il est vraiment difficile d'apprécier, d'accord, ce que nous finançons, non seulement l'exploitation, mais également l'investissement à réaliser. Mais c'est possible. C'est possible parce que il faut au préalable réaliser une étude de marché. Et dans la pratique, on constate généralement et malheureusement que les études de marché sont quelque peu sommaires, qui se limitent peut-être à des observations de façon globale sur l'environnement économique dans lequel le projet est censé s'installer. Il faudra en faire davantage, dans ce sens que vous voulez évoluer dans un secteur donné, il faudra vraiment faire un travail de base. Et il faudra aller sur le terrain
essayer, s'il y a déjà des entreprises qui évoluent dans ce secteur, essayer d'approcher ces entreprises-là, recueillir les informations de ces entreprises, d'accord, identifier clairement les clients, les débouchés de ce que vous allez produire par rapport à votre projet, pour voir dans quelle mesure se comporte déjà ce secteur d'activité. Okay? Ça permettra d'améliorer l'agencement de votre projet et de financement sollicité. Une fois que vous faites, vous procédez de la sorte, il vous sera possible déjà d'identifier des débouchés, d'accord? Peut-être en grappillant, peut-être une partie des débouchés qui existent déjà sur ceux qui sont déjà dans ce secteur donné. Et il est clair ici qu'en l'absence de données, il faut s'appesantir sur les données sectorielles. Les données sectorielles, malheureusement, chez nous, je ne suis pas sûr que les dernières données sectorielles datent de cette année. Généralement, ça date de 5 voire 10 ans. Et ce n'est pas vraiment pertinent. Donc, on peut de façon globale utiliser ces données pour présenter, mais dans la pratique, pour être vraiment percutant, il faut aller sur le terrain et faire une étude de marché en bonne et due forme. Donc, il s'agira de présenter les étapes avant la mise en production, puis d'appréhender les débouchés. Je crois que c'est ce que je viens d'expliquer tout à l'heure. Il faudra également mettre en confiance le banquier, de sorte que généralement les projets, pour être mis en place, il faut un certain montant que nous appelons généralement le coût global. Et ce n'est pas tout le temps que les promoteurs sollicitent à ce que le projet soit financé à 100%. Ça veut dire que y a mon collaborateur qui a parlé d'un minimum de 20% qui est généralement recommandé. Il y en a qui parfois vont au-delà de ces 20% et qui financent pratiquement leur projet et qui ne sollicitent que peut-être l'exploitation ou bien une partie de l'investissement. Il faudra en tout cas permettre aux banquiers d'être sûrs que le bouclage de financement est fini pour que, une fois que l'investissement est réalisé, qu'on ait de la matière pour pouvoir procéder à la mise en production. Si ce n'est pas le cas, il faudra trouver les moyens pour essayer de boucler ce financement-là. Sur ce qui concerne les investissements à réaliser, vu que c'est un financement qui doit être recherché pour procéder à la réalisation de ces investissements, il faudra que la banque puisse connaître, non seulement la banque, mais le promoteur également, puisse identifier clairement les acteurs, les tiers qui vont réaliser ces travaux et s'assurer que ces tiers sont compétents, assez qualifiés pour pouvoir réaliser ces travaux. On a parlé d'investissement tout à l'heure, des travaux de BTP. Je vais donner peut-être l'exemple d'une structure qui veut procéder à la construction de son siège, par exemple, et qui confie les travaux à un prestataire qui, en réalité, n'a jamais réalisé des travaux d'envergure. Il faudra que le banquier se penche sur ce volet pour savoir à qui les travaux seront confiés, pour savoir est-ce que ça pourra être fait. Je prends également l'exemple d'une usine de transformation, je vais dire ça comme ça, qui le promoteur voudrait acquérir peut-être une ligne de production. Et le fournisseur de cet équipement est une entreprise, peut-être locale ou étrangère. Et on cherchera à savoir le fournisseur de cet équipement-là, est-ce qu'il est vraiment dans la fourniture de ces équipements par le passé. On aura à se renseigner sur ce fournisseur pour s'assurer que l'équipement, en tout cas, sera performant et permettra l'atteinte des objectifs par rapport au projet. Donc, il y a également le suivi. Il en a parlé tout à l'heure. Dans le financement des projets,
nous veillons énormément au suivi parce que pour un projet, s'il y a détournement, c'est que le projet est mort. Le projet, il n'y aura pas la production. Or, c'est la production qui doit normalement permettre à ce qu'on aboutisse à un retour sur investissement et également rembourser tous les financements octroyés. Donc, généralement, s'il y a des constructions à réaliser, des équipements à acquérir, parfois les décaissements peuvent être séquencés, d'accord, pour qu'à mi-parcours, on puisse faire des suivis. Il y a parfois même des contre-expertises qui sont recommandées, d'accord, pour voir par rapport au décaissement déjà réalisé, est-ce que le niveau de réalisation des travaux, le niveau d'exécution atteint est cohérent. Si ce n'est pas le cas, on aura à rechercher un tout petit peu à quel niveau enfin, l'information n'est pas assez fiable. Voilà, je disais tout à l'heure qu'il faudra tenir compte des délais de livraison des fournisseurs, notamment si pour un projet on commande un équipement, il faudra tenir compte des délais de fabrication de cet équipement-là, de délais de route, etc., pour savoir que en mettant en place le financement, on aura à réceptionner l'équipement en question, on aura à effectuer des tests et procéder à la production avant de commencer par rembourser. Sinon, on sera peut-être au moment dans la construction ou bien dans l'installation des équipements reçus et les échéances viendront déjà, enfin, commenceront par tomber et le client sera en difficulté pour pouvoir rembourser. Dans ces cas, généralement, vu que l'étude n'a pas anticipé sur ces aspects, on sera obligé de peut-être de restructurer le financement qui est mis en place et un crédit restructuré, quelque part, ne donne pas une certaine bonne image du promoteur ou bien de l'entreprise qui est identifiée. Voilà. Donc, pour anticiper sur ça, je crois que c'est ce qui est mis. Il faudra peut-être dans la structuration du financement sollicité, mettre en place un différé, une période assez confortable durant laquelle le matériel sera réceptionné, installé, les tests pratiqués et éventuellement la production doit être démarrée pour que le promoteur en face puisse faire face idéalement à ses engagements. Voilà, généralement quand on prend un projet, on n'analyse pas les états financiers parce que le client n'en a pas déjà, il n'y a pas d'historique et c'est des comptes d'exploitation prévisionnels que nous recevons. Et ces comptes d'exploitation prévisionnels font des projections de chiffre d'affaires à réaliser, des charges, d'accord, à supporter durant les périodes sur un certain nombre d'années, et puis des résultats à dégager à la fin de ces différents exercices. Comme je le disais au tout début, les projections se font généralement de façon imagée. Il faudra peut-être avoir beaucoup plus d'éléments pour justifier ces projections. D'accord? Et en procédant à une étude de marché assez fiable, on saura peut-être dans une certaine mesure les clients vers lesquels notre produit sera tourné. D'accord? Si ce client avait pour habitude peut-être d'acheter chez un fournisseur, nous pouvons grappiller un certain pourcentage, d'accord, de ces achats réalisés auprès de ce fournisseur-là pour progressivement constituer notre chiffre d'affaires au fil des années. Donc, ça peut être matérialisé pour ceux qui ont, enfin, je vais dire ceux qui sont assez percutants dans la démarche commerciale. Ça peut être matérialisé par des contrats de vente ferme, d'accord,
ou des promesses de vente, d'accord? C'est vrai, ce sont des promesses, ce sont des contrats signés qui peuvent ne pas être tenus, mais c'est les seuls éléments en tant que promoteur de projet que vous pouvez avancer. Si on se rend compte que même ça, vous n'avez pas ces éléments, finalement on se dit c'est un projet, on va à l'aveuglette, on ne sait pas sur quelle base les chiffres projetés ont été retenus, etc. Donc il faudra essayer de veiller à ces aspects. Mais toujours est-il que même quand nous recevons les comptes d'exploitation, les projections de chiffre d'affaires, nous essayons de challenger en tenant compte des réalités, d'accord, du secteur d'activité, du produit à vendre, de notre environnement économique, pour essayer d'apprécier le cas de base du client, pour savoir est-ce que le produit final à commercialiser, est-ce qu'il a un débouché déjà sur le plan local? Si ce n'est pas le cas, est-ce que dans la sous-région c'est le cas? Et on essaie de challenger, de faire des stress tests, d'accord, sur les projections et de voir à la fin, est-ce que dans les différents cas de figure qui sont présentés, d'accord, nous sommes, comme on l'appelle, les engagements sollicités peuvent être toujours couverts. Qu'est-ce qui nous permet généralement de couvrir ces engagements? Nous appelons souvent les agrégats financiers que nous appelons les cash flows. Les cash flows, généralement, c'est ce qui permet de couvrir les investissements, les échéances des investissements. Mais en réalité, qu'est-ce que c'est que les cash flows? C'est le résultat dégagé à la fin d'un exercice et avec la réintégration des amortissements qui ne sont pas des charges décaissables. D'accord? Mais il faut également avoir en idée que ce qui finance l'activité d'un client en réalité, c'est les flux de trésorerie. C'est les flux de trésorerie. Et ce sont ces flux de trésorerie qui sont dégagés au fil des années qui permettront aux clients de supporter ces engagements. D'accord? J'entends par flux de trésorerie. Dans les cash flows, nous avons généralement une partie du chiffre d'affaires qui n'est pas encaissée. OK? Notamment tout ce que vous avez vendu, que vous n'avez pas encore encaissé. Vous ne pouvez pas utiliser parce qu'il est fort probable qu'il y ait une partie que vous n'encaisserez jamais. Ce sera des créances irrécouvrables. Donc, en réalité, c'est les flux de trésorerie, ce que vous avez en caisse, ce que vous avez sur vos comptes, ce que vous avez en réalité, que vous possédez, qui constitue la source de financement de vos investissements. Donc, il faudra également faire la distinction pour savoir quel type de financement solliciter, à quelle hauteur. Il ne faut pas se surendetter et se retrouver dans des difficultés également. Donc, il y a des indicateurs financiers généralement que nous essayons de déterminer dans l'analyse des projets que nous appelons, il y a la VAN, la valeur actuelle nette, il y a l'indice de profitabilité, il y a le TRI et puis le DRCI. Je crois qu'il y a des étudiants qui sont assez experts dans la détermination de ces indicateurs financiers. Enfin, en finançant le projet, le banquier se pose généralement une seule question. C'est une activité ou bien un projet que je ne connaissais pas. Peut-être c'est maintenant qu'il va ouvrir le compte dans ses livres. On a fait toute l'analyse qu'il faut, notamment le KYC, le Know Your Customer, sur la personne physique du promoteur. On sait qui on a en face, on connaît la contrepartie. On a apprécié sa moralité, etc. On a fait le KYT, le Know Your Transaction. On a compris son cycle d'exploitation, comment il va mettre en place le projet, etc. Comment le fonctionnement, la gouvernance et tout ce qui suit se tiendront. Maintenant, le banquier va se poser une question. Comment moi j'arrive à capter les recettes d'activité? Parce que c'est ça qui va me rembourser. Si je n'ai pas la réponse à cette question, quelle que soit la beauté du projet, quelle que soit la pertinence de votre projet, le banquier hésitera avant de pouvoir financer. Donc, il faudra également envisager, trouver les moyens pour peut-être sensibiliser
je vais dire ça comme ça, votre clientèle, les débouchés, pour, plutôt que de vous payer peut-être en espèces à vos guichets, à votre caisse, peut-être trouver le moyen peut-être d'effectuer des virements de compte à compte, d'accord? Si c'est des structures qui sont déjà dans des banques, d'accord? C'est des pistes qui permettent d'atténuer quelque peu les moyens pour capter les recettes d'activité. C'est vrai, dans notre environnement, ce n'est pas toutes les entreprises qui font des virements de compte à compte. Il y en a même qui ont peur de ça, parce qu'après, le fisc va voir toutes les transactions qu'il fait, etc. On va les taxer, etc. Et il y en a qui préfèrent, il y a beaucoup qui préfèrent payer directement en espèces. Même si c'est ça, nous avons des canaux qui permettent de capter, d'accord, ces recettes par rapport à la taille de certaines entreprises. Je crois que le responsable produit est là. On a des caisses numérisées, d'accord. On a des coffres, des automates aussi qui permettent systématiquement d'effectuer des dépôts et d'alimenter vos comptes dans nos livres. C'est des moyens qui commencent par, en tout cas, à s'installer chez nous, qui permettront, in fine, quand même, de bancariser la plupart des entreprises. Certainement, quand nous finançons un projet, certes, comme on l'a dit tout à l'heure, ce n'est pas la garantie, d'accord, qui rassure ou bien qui assure l'accompagnement. Mais c'est d'abord le projet lui-même, le besoin identifié, les débouchés, l'activité même et les moyens mis en œuvre au niveau de la banque pour canaliser les recettes d'exploitation. C'est la première source de remboursement. Une fois que ces éléments sont maîtrisés, certes, il est toujours demandé de recourir à une garantie qui peut prendre diverses formes, d'accord? Ça peut être une garantie hypothécaire, ça peut être une garantie financière, ça peut être les couvertures d'assurance, notamment sur le bâtiment construit avec une délégation, si possible. Ça peut être une assurance homme-clé. Généralement, nous avons des entreprises chez nous que nous appelons entre guillemets des one-man show. Ça veut dire que si ce promoteur qui a piloté l'installation du projet de la société du jour au lendemain disparaît, il n'y a pas une certaine relève, d'accord, pour prendre en main l'entreprise. Il y a des entreprises qui disparaissent comme cela. Quelle que soit la forme juridique de l'entreprise, il y en a qui disparaissent. Donc, il faudra également envisager ça pour rassurer le banquier sur la couverture des engagements du client. Il y a également les assurances multirisques pour sécuriser les investissements réalisés. Il y a des projets qui ont été installés ailleurs et malheureusement, tout s'est écroulé du jour au lendemain sans pour autant qu'il y ait une assurance qui couvre les investissements réalisés. Ça peut aider le promoteur à se refaire, à remettre en place son projet qui a connu peut-être un sinistre. Ça couvre également les stocks qui sont peut-être disposés dans des magasins et par un incendie, le stock peut disparaître. Si vous n'avez plus de stock, vous ne pourrez plus vendre et l'activité deviendra peut-être assez stagnante. Vous allez avoir des difficultés et cette assurance vous permettra certainement d'avoir de la trésorerie pour vous réapprovisionner. Toutes les autres formes de garantie sont présentées. Dans les stress tests qui sont généralement réalisés à travers le compte d'exploitation, il peut arriver qu'on se retrouve dans des situations où, après avoir stressé les chiffres prévisionnels présentés, on se rend compte qu'à des moments donnés, l'activité aura du mal à supporter les engagements. Donc, on peut, sur la base de ça, anticiper sur cette probabilité de défaut-là pour peut-être constituer à la mise en place du crédit peut-être des comptes séquestres qui permettront au moment où l'activité sera en difficulté pour pouvoir faire face à une échéance donnée, on pourra peut-être puiser sur ce compte séquestre-là
pour honorer les engagements du client. Merci. Je ne sais pas si j'ai répondu à la préoccupation de... D'accord. Alors nous allons dire merci à notre orateur pour cette présentation. J'espère que nous avons noté pas mal d'informations assez utiles. Vous aviez assez de questions. La parole est à vous. Merci les responsables de Rambank. J'ai voulu poser ma question. Bon, je vais me présenter. Je suis directeur de Cobretrans, c'est-à-dire commissionnaire agréé en douane. Donc, j'ai voulu poser une question au premier responsable qui avait exposé. Beaucoup, nous, dans notre domaine, il y a des commerçants qui commandent. Ça vient au port autonome de Lomé. Il n'a pas l'argent de dédouanement. Il vient à moi. Il me dit, mon commissionnaire agréé en douane, il faut m'aider dans ce sens-là. Mais peut-être après un mois, à la sortie de la marchandise, je vais vous payer. Voilà que moi, je me présente devant ma banque. Que vraiment, j'ai décroché un contrat avec mon commerçant. Et je veux un prêt ou bien un crédit pour résoudre son problème pour un délai de mois. Quelles sont les procédures que je vais m'engager? Je vous remercie. D'accord. Une autre question? Ici. Oui. Ma dernière question était celle-ci. Quel sera le temps du début du processus de demande de financement jusqu'à la fin de l'obtention? Je dis, ma question est celle-ci. Quel sera le temps du début du demande de financement jusqu'à l'obtention de la demande? La durée de traitement d'une demande de crédit. J'ai quelques questions qui ont été envoyées par ceux qui nous suivent en ligne sur nos canaux digitaux. Je rappelle que nous sommes suivis en direct sur Facebook, YouTube et Zoom. Alors, très rapidement, d'abord, c'est quoi une banque commerciale? Ensuite, quelles sont les actions d'une banque commerciale vis-à-vis des opérateurs économiques? Et enfin, selon vous, êtes-vous véritablement une banque à l'écoute? Ce sont des questions de nos internautes. Bonsoir. Je m'appelle Félicia de Souza. J'aimerais savoir, lorsqu'un porteur de projet vient faire une demande de prêt et que le prêt lui est refusé, est-ce qu'on lui donne les raisons pour lesquelles le prêt lui est refusé? A-t-il la possibilité de régler ses failles et venir resoumettre la demande de prêt? Merci. Nous allons prendre une dernière question rapidement. Il n'y en a pas? Merci. Merci. Je vois que les échanges deviennent encore plus fructueux. Et je vais répondre au directeur de Cobretrans, c'est ça. Vous avez vraiment exprimé de façon claire et concrète un besoin. Et le besoin ici, c'est un besoin de trésorerie en vue de satisfaire à une prestation d'un de vos clients, notamment dans le domaine du transit. Donc, ce besoin tel que exprimé suppose que vous êtes contractuellement engagé avec votre client. Et si vous êtes contractuellement engagé, cela suppose qu'il y a des conditionnalités dans ce contrat. Cela suppose aussi qu'il y a
des règlements futurs qui viendront et qui sont adossés à ce contrat. Et que ce contrat aussi, les paiements doivent aussi être domiciliés sur votre compte bancaire dans une institution financière, notamment, je pense que vous êtes très domicilié à Orabank. Donc, et tout ça, ça rentre dans l'appréciation de votre besoin, l'identification de votre besoin, de l'appréciation de votre contrat. Et aujourd'hui, j'identifierai l'historique de vos relations avec ce client. Est-ce que contractuellement, les contrats que vous avez eus de par le passé, il y a de cela 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, ces contrats se sont-ils bien dénoués? Si j'ai l'assurance de cet historique avec ce client, cela suppose que ce client déjà a une certaine capacité à vous payer, à vous régler sur la base des contrats que vous avez eu déjà à faire. Cela va aussi au fait que ces transactions-là soient vraiment, que j'ai une traçabilité, une visibilité de ces contrats ou bien de ces transactions que vous avez eu déjà à faire historiquement avec ce client. Et sur cette base et sur la base de votre besoin exprimé, je peux, ou au niveau de la banque, votre gestionnaire recueillera toutes ces informations et qui fera l'objet bien sûr d'un dossier de crédit comme nous venons de le voir et être apprécié sur la base de ces éléments que je viens de citer. Et je vais vous rassurer aujourd'hui que ces cas, au niveau de Orabank, nous les recevons, nous les traitons de façon diligente, sur la base, bien sûr, de ces éléments, de ces documentations que nous recueillons auprès de vous. Et je pense que, historiquement, même avec les transitaires, on va au-delà de ça pour ne pas élargir aujourd'hui les prestations que les partenariats que la banque a avec les transitaires, notamment dans le cadre de la délivrance des cautions douanières. On va maintenant dans l'identification d'autres besoins de ces transitaires. Donc je pense que c'est de trouver des voies et moyens pour pouvoir vous apporter l'accompagnement nécessaire sur, bien sûr, la base de l'appréciation aussi de la source de remboursement, ce qu'on a en face. Parce que Cobetrans, vous pouvez me rassurer que ce sont des commissions que vous percevez sur la base de vos transactions, même si les mouvements ou les flux confiés par un transitaire sur son compte peut avoisiner un certain nombre de montants. Mais l'identification des commissions liées à votre activité, c'est ça votre chiffre d'affaires réel et non les mouvements. Donc je pense que c'est une appréciation qui doit se faire afin de donner suite à votre requête et afin de vous aider dans l'accompagnement dans le cadre de votre activité. Oui. Oui, justement, si vous annoncez la tarification, comme on venait de le dire tout à l'heure, suivant les types de crédits, cette tarification varie. Et suivant, et on venait de dire, comme le collaborateur vient de le dire, que par exemple le découvert est taxé au plus fort, justement parce que c'est le risque qui est encouru dans le cadre de l'octroi d'un découvert, l'utilisation même des découverts. Donc je pense que cette appréciation va dans le sens des discussions qu'il y a eu avec le client, va aussi dans le sens de l'appréciation de la demande du client et tel que notifié, vous conviendrez avec moi que cette tarification doit aussi se baser sur le type de crédit que vous êtes en train de demander. Donc c'est toujours un facteur négociable. Ça, c'est ce que je peux vous dire là-dessus. Merci. Juste pour compléter, hein, quand vous êtes dans un besoin pressant et que vous sollicitez un financement, on va vous facturer au plus fort et vous n'allez même pas chercher à discuter. Parce que vous êtes dans le besoin, tout pour vous, c'est de prendre pour
satisfaire votre client et puis passer à autre chose. Mais quand nous anticipons sur ses besoins par rapport à votre activité, par exemple, anticiper, c'est quoi? Vous travaillez avec des structures de renom. Il y en a qui sont connus, qui ont une très bonne qualité de signature. Vous pouvez les amener, les sensibiliser, à domicilier toutes les transactions que vous faites sur vos comptes courants, par des virements, pour qu'on puisse les identifier clairement que c'est telle structure qui a payé. Surtout sur les structures qui sont connues, qui ont une certaine bonne image, un contrat peut vous permettre de signer avec ces structures, peut vous permettre de bénéficier peut-être d'une ligne, d'accord? Ce qui évitera des pertes de temps. Quand vous avez une ligne, vous pouvez effectuer des tirages rapidement pour répondre à un besoin et puis après vous rembourser dès que vous êtes payé. Maintenant, si vous n'avez pas de clientèle de renom, de débouché de renom qui soit connu, d'accord, qu'est-ce qui jouera à ce niveau? C'est la régularité des transactions effectuées avec ce client-là. Si vous avez ce client-là qui travaille avec vous depuis des années, il faudra l'amener, plutôt que de vous payer par des chèques, parce que quand une entreprise vous fait un chèque, quand vous effectuez la remise, dans l'historique du compte, on ne pourra pas clairement identifier que c'est telle entreprise qui vous a payé. Mais quand c'est des virements de compte à compte, on sait qui est le payeur. Et en faisant l'analyse de l'historique de ce compte, on peut identifier depuis quand vous travaillez avec cette structure et quelle est la régularité, d'accord, des règlements effectués après prestation. Ça va renforcer votre dossier et une fois que vous introduisez une demande, le dossier peut être analysé, approuvé et après vous n'aurez que à effectuer des tirages pour effectuer des prestations. Mais quand vous attendez au moment où vous avez le besoin, vous venez, on va vous mettre la hache. C'est pas Orabank, c'est humain. Non, j'aimerais quand même m'assurer de votre disponibilité à discuter après des besoins particuliers des uns des autres au cas où, pour qu'on puisse vraiment rester dans les temps. Si ça ne vous embête pas. Si évidemment vous nous rassurez de votre disponibilité après. D'accord. Ok, donc je pense que nous allons prendre. Voilà, vous allez. S'il y a d'autres questions, vous allez. Je crois qu'il y avait une question qui avait été posée par rapport à ce que c'est qu'une banque commerciale. Si j'ai bonne mémoire. Oui, c'est quoi une banque commerciale? Quelles sont les actions d'une banque commerciale vis-à-vis des opérateurs économiques? Et voilà, un petit tacle pour Orabank. Est-ce que vous pensez que vous êtes véritablement à l'écoute? D'accord. Déjà, pour expliquer ce que c'est qu'une banque commerciale, c'est une banque qui a des actionnaires, ok, qui peut être constituée de privés et puis de structures, comment on dit ça, étatiques, je vais dire ça comme ça, ok. Mais généralement, les banques commerciales sont tournées vers tout ce qui est le financement de l'économie en termes d'investissement réalisé, comme financement du commerce, d'accord, et enfin toute activité économique à financer. À la différence des banques de développement, etc., qui sont généralement des multinationales, d'accord, des institutions qui sont pilotées par les pouvoirs publics, ok. Je vais m'en rester là. Les banques commerciales ne financent que l'économie et l'actionnariat est généralement privé. Ok. Pardon? Ah oui, si on est à l'écoute. Alors, Orabank, est-ce qu'Orabank est une banque à l'écoute? C'est notre slogan. Si on travaille à incarner, on dit tout le temps, Orabank, une banque à votre écoute, ça veut dire que nous travaillons tous les jours
à incarner cette démarche. Et c'est vous qui nous notez, ce n'est pas nous-mêmes qui nous notons. La preuve en est, Global Finance nous a nommés, on a été nominés première banque. Je pense que ce n'est pas un fait de hasard. Donc le travail continue, ça ne se fait pas un jour, ça ne se fait pas en un jour. On travaille vraiment à incarner cette marque. Donc on ne peut pas aujourd'hui, comme vous le dites, on s'auto-acclame, non. Mais au moins le fait que des grands financiers de la place du monde nous reconnaissent cette place, ça veut quand même dire que nous travaillons réellement à cela. Merci. D'accord. Bien, oui, 2 minutes. Avant de clore tout propos et vous remercier, j'ai personnellement 2 questions à vous adresser. Avant de... Si, vous permettez? D'accord. Très rapidement. Alors, vous êtes une banque, sans être péjoratif, vous êtes des commerçants, parce que bon, une institution financière, à la base, c'est pour faire des bénéfices et tout. Ma question est celle-ci. Est-ce parce qu'il y a un manque de dynamisme, ou en tout cas d'impulsion générale de l'État, on va dire, est-ce que c'est ce manque-là qui fait qu'on ressent parfois un manque de réactivité de votre part pour soutenir facilement des initiatives privées? Est-ce que c'est parce qu'on n'a pas suffisamment de garanties, ou est-ce que l'État ne se met pas forcément en garantie des entreprises ou des initiatives privées, que vous êtes également frileuse pour soutenir les initiatives privées? La seconde question, c'est il y a une plainte que les jeunes entrepreneurs font souvent, c'est que vous pouvez avoir votre compte domicilié au sein d'une banque pendant 3 ans, 4 ans sans jamais connaître votre gestionnaire de compte. À partir de quel montant est-ce qu'on peut être considéré par son gestionnaire chez Orabank? Ce sera ma dernière question. Je vais commencer plutôt par votre dernière question. Ce n'est pas une question de montant, c'est une question, je vais dire, d'organisation. Ok. Il faut se faire aussi quelque part une idée des réalités de ceux qui occupent la fonction d'agent de banque parfois. Je constate qu'il y en a parmi nous et qui savent de quoi on parle. Généralement, il y a des gestionnaires qui ont un portefeuille que je qualifierais d'énorme. Si il doit faire ce travail de visiter tous ses clients, je crois que la fin d'année, il va le retrouver, il n'aura pas encore fini. D'accord? Ça fait que parfois, on reconnaît, il y a des clients qui sont lésés, qui ne connaissent même pas leur gestionnaire de compte. Pour ces types de clients, je vais dire ça comme ça, on priera un tout petit peu peut-être le client de faire peut-être la démarche aussi pour se faire connaître par son gestionnaire de compte. C'est possible, ok? Mais il y a un travail qui est fait en interne quand même, qui fait que les gestionnaires sont beaucoup plus sensibilisés à faire le pas. Ils sont assistés. Il y a des structures qui commencent par mettre en place des binômes, d'accord, des assistants pour permettre à ces gestionnaires-là de pouvoir couvrir le portefeuille. Ce n'est pas évident, mais ayons en tête que c'est des humains. Ce sont nos parents, ce sont nos frères qui occupent la fonction et c'est jamais facile. La première question, je ne sais pas si... Non, il avait une première question. La première question, c'était... Oui, est-ce que c'est voilà est-ce que c'est parce qu'il y a un manque peut-être de garantie de la part de l'État vis-à-vis voilà, qui fait que les banques sont frileuses pour financer rapidement les... Je vais donner un exemple. Il n'y a pas longtemps, toutes les banques commerciales avaient vraiment du mal à financer le secteur agricole. C'est un secteur qui était craint parce qu'on ne maîtrisait pas tous les intrants, tous les aspects de l'activité. Okay? Il y a l'État togolais qui a, surtout le ministère de l'Agriculture, qui a, sur la base de certains projets, rapproché ces secteurs-là des banques commerciales.
la plupart de ces projets aujourd'hui sont arrivés à terme. En tout cas, nous, Orabank, nous en avons financé. Et aujourd'hui, nous continuons de financer sans l'accompagnement des projets étatiques que nous avons. D'accord ? Mais ce n'est pas pour autant que les banques, en tout cas certaines banques même, ne financent pas le privé. Nous finançons le privé. Vous ne pouvez pas imaginer quels montants sont investis chaque année dans le financement du privé. D'accord ? Nous finançons le privé, les projets, mais ce que je vais dire, c'est qu'est-ce que nous présentons, d'accord, dans la présentation ou bien dans le montage de nos dossiers de crédit. Il y a la qualité des projets présentés aussi, qui fait que malheureusement, beaucoup de projets, il y en a qui sont viables, mais qui finalement n'aboutissent pas et ne bénéficient pas de financement. Il y a mon collègue qui a dit quelque chose, la contrepartie, c'est-à-dire le promoteur, comment il porte ce projet. S'il n'est pas assez percutant, s'il ne croit pas autant que cela doit l'être en son projet, pour pouvoir faire épouser son projet à un banquier, il n'aura pas de financement. Ce n'est pas forcément l'État qui doit fournir cet accompagnement, mais il faudra que nous-mêmes nous portons nos projets et que nous présentons les projets de la bonne manière ou bien de la manière la plus efficace possible. Okay? Donc il y a cet élément-là qu'il faut aussi peut-être travailler sur ça au niveau des étudiants, peut-être des promoteurs, etc. qui sont déjà sur la place. Merci. Merci, c'est bon. En cas de refus, est-ce que le motif du refus d'un prêt est notifié au demandeur? Oui, je crois qu'on avait abordé cet aspect avec monsieur. Donc je pense que les motifs de rejet sont divers. Hein. Ils peuvent être des motifs liés notamment à l'absence d'une source de remboursement, à la non-viabilité d'un projet et partant même aussi de la défaillance dans un secteur donné, quand on sait que ce secteur donné présente en tout cas des risques dont l'atténuation reste difficile. Donc tous ces aspects pris en compte, comme je vous l'avais dit, la banque, en tout cas Orabank, nous sommes toujours tenus de notifier un certain nombre, en tout cas de lister les points d'attention qui ont été retenus dans le cadre de l'appréciation de la demande du client. Et si ces points d'attention peuvent trouver des éléments qui viennent conforter ou bien qui viennent améliorer les niveaux d'attention ou bien les niveaux qui ont été soulevés, je pense que cela vaut encore une certaine appréciation de la demande du client, surtout s'il les prend en compte. Parce qu'il faudrait vraiment les prendre en compte, il faudrait vraiment trouver en tout cas la formule idéale pour pouvoir lever en tout cas les éléments qui ont fait l'objet de rejet. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Merci madame. Très bien. Pardon? Laquelle? D'accord. Je pense que cela rentre encore dans un volet très concurrentiel. Et quand vous êtes dans un volet concurrentiel, cela suppose que vous devez avoir les meilleurs délais. Et dire avoir les meilleurs délais, c'est satisfaire le client dans les temps requis, les délais requis. Et je pense qu'en interne, un travail est continuellement fait sur ce que nous appelons les SLA, notamment le suivi des délais de traitement de toutes les demandes de crédit. Et à chaque niveau, au niveau des gestionnaires, que tous les acteurs qui interviennent dans le processus d'octroi de crédit, des systèmes de comptabilisation de délais sont mis en place. Et ça permet aujourd'hui d'avoir une certaine célérité dans le traitement des demandes. C'est ce qui fait la banque, c'est ce qui fait Orabank. Et je peux vous rassurer qu'aujourd'hui, les délais
sont de mieux en mieux améliorés au niveau de la banque. Je vous remercie. Merci à vous. Merci, chers amis. Je vais vous inviter à remercier chaleureusement Ecobank, non seulement pour la qualité de... Il faut bien préciser, c'est Orabank Togo, un partenaire à votre écoute. Merci à Orabank Togo pour la qualité de son écoute. Alors, nous allons enchaîner avec un panel dans la même thématique sous la modération de M. Adamas Koudou, directeur général de Natutek Kenkeliba. Le sujet de discussion va tourner autour des stratégies. Faites-vous partie de ceux qui agissent et comptent marquer l'histoire d'une Afrique riche et prospère? Terreau Fertile vous invite du 1er au 5 novembre au Palais des Congrès de Lomé pour l'édition 4 du Salon Férine. Venez booster vos affaires, développer un réseau professionnel solide, rencontrer des entrepreneurs, des investisseurs, des personnalités publiques et politiques, nationaux et internationaux. Participez aux conférences, talk shows, ateliers, concours de projets, expositions et autres activités. Qui nous a entretenu un peu plus tôt ce matin. Et enfin, M. Kokou Théou, directeur exécutif